siècle de traite transatlantique, la tête de l'Occident. Est-ce que l'on sait combien il y a eu d'Africains, de Noirs africains déplacés, déportés entre 1444 et 1888, la traite transatlantique? En fait, il y a eu beaucoup de chiffres fantaisistes qui ont été avancés ici et là. Mais en faisant une synthèse des travaux existants, il faut dire qu'on se situe dans une fourchette entre 9,6 millions et 11 millions de déportés. Ce qu'on sait en revanche, c'est que pour un déporté, il y a eu 3 morts, ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Des morts par des guerres d'approvisionnement, incendies des villages, des greniers et les épidémies qui ont suivi. Ce qu'il faut aussi dire, et qui est très important pour cette traite, c'est que 70 millions d'individus qui sont des descendants ou des métis d'Africains peuplent aujourd'hui le Nouveau Monde, des États-Unis au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe. Autrement dit, certains qui avancent l'idée qu'il s'agissait d'un génocide, c'est totalement faux. La volonté de détruire un peuple n'y existait pas. Un esclave, même dans des conditions extrêmement terribles, avait une valeur vénale pour son maître. Oui, contrairement parce qu'il fallait nourrir le commerce, c'est une valeur d'échange et une valeur de productivité au travail. Et est-ce que pour vous, Tidiane Diaye, c'est important et utile qu'aujourd'hui, des présidents de la République commémorent et marquent cette date de la mémoire? Vous savez, Elie Wiesel disait: qui ignore son passé s'expose à ce qu'il revienne. D'où la nécessité donc d'un travail de mémoire. C'est toujours absolument utile de rappeler les horreurs du passé qui ne doivent pas tomber dans l'oubli. Oui, mais est-ce que c'est un phénomène actuel? On sait par exemple que l'index global de l'esclavage estime qu'il y a 46 millions à peu près d'êtres humains qui sont traités en esclaves et dispersés à travers le monde. Mais est-ce que c'est un phénomène opérationnel d'aujourd'hui? Si, opérationnel. Si les pouvoirs publics, si la communauté internationale s'intéresse à la question, je crois que tout ce qu'on appelle l'esclavage moderne, par exemple, en Afrique du Nord, la route transaérienne est toujours opérationnelle, mais la communauté internationale regarde ailleurs. C'est bien de commémorer, mais il faut agir aussi sur le terrain. Oui. Quel terrain? Dans quel pays? Le terrain, vous avez aujourd'hui, dans les pays du Golfe, il y a un esclavage moderne qui touche les Sénégalais, qui touche les Indiens. Et les servantes africaines se voient confisquer leur passeport et subissent des traitements. Mais c'est une forme d'esclavage. Et l'actualité nous apprend qu'on organise en ce moment des marchés d'esclaves noirs en Libye. Vous voyez, c'est très grave. Alors que ceux qui traversent le désert, les déserts. Les déserts. Alors, quand on a découvert les horreurs de l'univers concentrationnaire à la fin du second conflit mondial, le monde avait pris la mesure exacte de la cruauté de l'homme et surtout de la fragilité de sa condition. On avait dit, on n'aimerait plus revoir ça. Eh bien, une chose qui paraîtra tellement absurde aux historiens futurs et qu'on assiste à la même chose. Ça continue. Donc on a raison de dénoncer, de marquer la volonté. Et de commémorer, mais aussi d'agir par derrière. D'agir. Parce que souvent, des États qui, par principe, disent qu'ils ont aboli l'esclavage continuent à le pratiquer, vous le montrez bien. Mais les migrants qui viennent d'Afrique et qui traversent, comme vous dites, les déserts et qui arrivent tant bien que mal en Libye, etc., vous dites ils sont victimes de trafiquants. Est-ce que vous les appelleriez aussi des négriers? Il y a la misère, il y a d'autres raisons qui sont derrière, des raisons économiques. Vous savez, quand quelqu'un est bien, il reste chez lui. Ces migrants, s'ils avaient eu ce qu'ils désiraient sur place, ne se serait jamais risqué à aller mourir dans le désert ou dans la mer. Tidiane, il faut donc régler les causes, s'attaquer aux causes. Gallimard vient de rééditer votre livre en folio, Le génocide voilé, qui avait été publié il y a quelques années, que vous avez complété, et qui en appelle à la vérité historique, à la dignité et à la justice pour les Africains. Mais ce qui est important, c'est que vous racontez que le commerce négrier et en même temps les expéditions guerrières conduites par les arabo-musulmans ont plus dévasté l'Afrique que les traites transatlantiques. En fait, il n'y a pas de degré dans l'horreur, ni de monopole de la cruauté. Mais on peut dire, sans risque de se tromper, qu'effectivement la traite négrière arabo-musulmane a été beaucoup plus dévastatrice que la traite transatlantique. C'est pas une manière d'excuser Non, cela ne l'excuse pas. Je pense que la France a voté une loi reconnaissant l'esclavage, la traite transatlantique comme crime contre l'humanité. Alors que de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde arabo-musulman, le débat n'est toujours pas ouvert. Alors qu'en réalité, les chiffres ont été beaucoup plus énormes. On parle de
17 millions. Rien que pour le Sahara, on évalue à 9 millions le nombre de captifs transportés dans des conditions absolument inhumaines, dont 2 millions ont péri ou sont restés en bordure du désert. Ça, à partir du 7e siècle. À partir du 7e siècle. Et vous dites que ça a duré 14 siècles. Attendez, là, c'est simplement la partie transsaharienne. Mais pour ce qui est de ce qu'on appelle la traite orientale, c'est-à-dire celle qui se déroulait dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, on évalue environ à 8 millions de victimes. Donc, dans l'estimation haute, on arrive à 17 millions de castrés ou de déportés ou qui sont morts au cours des transports. C'est énorme par rapport à la traite transatlantique. Mais vous écrivez, c'est pas le monde arabo-musulman qui a inventé la traite des Noirs, mais c'est lui qui va lui donner toute son ampleur et sa violence. D'accord, mais on peut le dire ça aujourd'hui. Oui, on peut le dire, dans la mesure où cette traite aurait débuté au 7e siècle, au cours de la première expansion islamique. Les Arabes qui étaient sur le sentier de la guerre avaient décidé d'envahir l'Égypte. Après avoir occupé ce pays, ils avaient décidé aussi d'envahir la Nubie voisine. Et c'est à la suite d'une campagne militaire particulièrement sanglante que le général et émir Abdallah Ben Saïd avait imposé en 652 déjà ce qu'on appelle le Barth, c'est-à-dire c'est un accord par lequel le monarque africain vaincu s'engageait à livrer annuellement un lot de 360 captifs qui étaient destinés à être asservis dans le monde arabo-musulman. Et aussi une précision qui est très importante. J'utilise souvent dans cette étude, comme vous l'avez vu, le vocable d'arabo-musulman. Ce n'est pas pour présenter les pays musulmans comme une entité historiquement homogène. Ce n'est pas une approche essentialiste de l'histoire. Ce n'est pas une approche essentialiste de l'histoire qui voudrait réduire des peuples à leur religion, à leur culture. Je le fais parce que les négriers qui ont trempé dans cette tragédie n'étaient pas seulement des Arabes, ils étaient aussi des Maghrébins qui sont généralement berbères. Ils étaient Turcs. Les Turcs ne sont pas des Arabes. Ils étaient Iraniens. Ils étaient Africains. Donc, mais ça, c'est la traite interne. Nous en reparlons si vous voulez. Alors, ces négriers-là étaient aussi iraniens, donc des Perses, et même asiatiques, puisqu'on a trouvé que le roi du Bengale possédait 8000 esclaves africains au milieu du XVe siècle. Et comme le seul point commun que je trouve entre tous ces peuples négriers était la religion, voilà pourquoi j'emploie le vocable d'arabo-musulman. Pourtant, vous dites bien que le prophète Mahomet disait dans un de ses hadiths « Le pire des hommes est celui qui vend des hommes ». Et il en fait. Mais parce que l'islam, toutes les religions monothéistes ont hérité de l'esclavage. Il y en a qui l'ont dénoncé. Le mystère, oui, forcément, après la controverse de Valladolid en Espagne. C'était pour les Indiens d'Amérique. Voilà, les Indiens d'Amérique, mais Monseigneur Salvatore Rontieri, représentant du pape et qui avait arbitré cette controverse, avait autorisé la mise en esclavage des Noirs. C'est beaucoup plus tard qu'ils l'ont dénoncé. Les chasses à l'homme noirs avaient lieu chaque année. Il y avait des razzias qui se faisaient dans les villages. Oui, ces razzias, au tout début, c'était des négriers étrangers qui le faisaient, des Arabes. Par la suite, il y a eu la complicité de certains monarques locaux, car il ne faut pas le cacher non plus. S'il y a eu des acheteurs, c'est qu'il y a eu des vendeurs quelque part. Lorsque les négriers arabo-musulmans ou occidentaux ne faisaient pas le travail, il y avait tout un ramassis de renégats sur place qui allaient rasier les villages, incendier des villages et pour capturer des captifs contre des bricoles en fait venant de Nantes ou ailleurs. Oui. Et ils prenaient les jeunes hommes, les enfants, parfois les mères. Surtout les enfants au début, puisque pour les arabo-musulmans, la castration était légèrement moins risquée pour les enfants. Mais d'une manière générale, cette opération emportait entre 70 et 80% des captifs. C'est-à-dire des enfants qui avaient entre 8 et 12, 13 ans. 8 jusqu'à 13 ans au maximum. C'est pour ça que vous dites à travers la castration, c'était une suppression ethnique de toute une population. Effectivement, c'est la différence entre la traite transatlantique et la traite négrière arabo-musulmane. Elle nous apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique programmée, mais par castration massive.
C'était ça le sort qui était réservé. Alors, il est vrai qu'il y a eu des résistances internes des Africains. Il y a eu des femmes, vous le racontez dans le livre, qui ont résisté. Les femmes de Nder. Elles se sont battues magnifiquement pendant longtemps, mais elles n'ont pas gagné. Elles ont perdu. Elles ont choisi même le suicide collectif Nder comme dans la région réaction. de Saint-Louis. Et il est vrai aussi qu'au siècle des Lumières, nos Montesquieu, et vous le dites, Rousseau, Diderot, c'est cela qui est étonnant, Voltaire, c'est-à-dire que ils ont dénoncé l'esclavage. Voilà, des voix fortes, puissantes se sont élevées dans l'Europe des Lumières pour dénoncer cette barbarie. Alors que dans le monde arabo-musulman, les voix qu'on entendait étaient comme celles de Ibn Khaldoun. Ouais. Cet homme avançait l'idée selon laquelle les seuls peuples adaptés à l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, et que leur place se situe... Ibn Khaldoun ou Battuta sont des grands géographes. Mais est-ce que ça veut dire que cela demeure aujourd'hui dans l'esprit de certains arabo-musulmans? Bien sûr, dans l'inconscient collectif des arabo-musulmans aujourd'hui, pour dire noir, il dit abd. C'est-à-dire que abd veut dire esclave. Encore aujourd'hui. Mais forcément, puisque le débat n'a jamais eu lieu. Au cours de la traite négrière arabo-musulmane, à l'inverse de l'Europe des Lumières, où je disais tout à l'heure que des voix fortes se sont élevées, dans le monde arabo-musulman, les intellectuels, dans leur quasi-totalité, avaient été marginalisés sur la question. Ils avaient abdiqué face aux obscurantistes et autres doctrinaires de la foi. Et dans un tel contexte, les peuples arabo-musulmans finissaient par accepter le sort réservé aux Noirs, puisqu'on avait affaire à des animaux. On a entendu les voix plus tard d'Aimé Césaire, d'Édouard Glissant, mais il n'y a pas de voix en dehors de la vôtre et de quelques-uns qui protestent. Mais pourquoi vous le faites, vous? Parce que jusqu'à présent, c'était l'extrême droite qui portait de telles accusations. Quelle est votre légitimité pour le dénoncer? D'abord, je suis africain, un chercheur africain, sénégalais et musulman. Donc je suis beaucoup plus crédible en disant qu'il faut toujours traiter... Est-ce que vous faites partie de l'extrême droite africaine? Non, l'extrême droite africaine n'existe pas. Je ne sais pas ce que... Là, Jean-Pierre, vous me surprenez. Je ne sais pas où vous avez trouvé de l'extrême droite africaine. Le voile, en fait, qui entoure cette triste page de notre histoire commune est due simplement à une sorte de solidarité religieuse. Vous avez entre 400 et 500 millions de musulmans en Afrique aujourd'hui. On a l'impression d'assister à une sorte de syndrome de Stockholm à l'africaine, où les intellectuels musulmans refusent d'ouvrir le débat. Mais là, on se souvient de la conférence de Durban qui a échoué en 2001 parce qu'on ne voulait pas voir cette réalité que vous dénoncez aujourd'hui. Mais à travers votre travail, il me semble que de plus en plus d'intellectuels, pas seulement qui vivent en Europe, mais en Afrique, qui se sont encouragés après vous, qui recherchent, qui vont travailler sur les archives, etc. Bien sûr, j'ai enfoncé une porte. Il fallait bien que quelqu'un commence. Aujourd'hui, certains intellectuels africains commencent à poser la question. Mais est-ce qu'on ne vous montre pas du doigt quand vous prétendez, je vous cite, que la colonisation des Européens a vraiment mis fin à la traite arabo-musulmane? Ça, c'est une part. D'accord, il y a des tares dans la colonisation. Mais l'approche scientifique, c'est de traiter l'histoire exactement comme une science qui ne rapporte que des faits avérés. Que des faits avérés. Et alors là, vouloir réduire la colonisation africaine à une série de crimes contre l'humanité, je pense que ce ne serait pas honnête, puisque la démarche historique ne s'en trouverait pas éclairée. Du moins, sur le plan de là à dire que la colonisation, elle a réarrêté l'esclavage. Elle a mis fin à l'esclavage, je veux dire, arabo-musulman. L'esclavage transatlantique, il y a eu l'abolition par la France en 1848. Ça a été officiel, qui a mis fin à la traite et à l'esclavage. Mais ça a duré. Enfin, ça a duré, mais en tout cas, à partir de 1848, et en Tunisie aussi particulièrement, la France a mis fin à l'esclavage arabo-musulman. En Afrique centrale, ce sont les troupes de Léopold II qui l'ont fait. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que la colonisation était quelque chose de positif. Pas du tout. Il n'est pas question de parler de ça. Je rappelle, comme vous le dites, que vous êtes sénégalais, africain, musulman, de gauche et noir. Et voilà, hein? Toutes les tares, comme dirait Samy David Junior. Oui, mais toutes les tares, mais ça permet de mieux écouter. Et puis vous n'y allez pas de même ordre, en particulier pour les Anglais. Vous les dénoncez, parce que l'histoire raconte qu'ils ont été les premiers à lutter à abolir la traite, à avoir des bateaux qui allaient arrêter les bateaux négriers, qui récupéraient les Noirs esclaves et qui coulaient même les bateaux. Et vous dites qu'ils en ont profité, mais autrement.
Ah oui, forcément, parce qu'ils avaient peur qu'on leur coupe la route des Indes, en fait. Vous voyez, alors ce qui fait que d'un côté, ils faisaient semblant de vouloir mettre un terme à l'esclavage, et de l'autre, ils fermaient les yeux sur le trafic de tous les Émirats du coin. En ce moment, vous publiez un roman historique sur l'Afrique du Sud, L'appel de la Lune. C'est toute l'histoire de la colonisation, de l'immigration des Noirs en Afrique du Sud. Oui, c'est une histoire d'amour. Effectivement, là, on saute du coq à l'âne. Hein. C'est une histoire d'amour entre une jeune princesse zoulou et un jeune vigneron descendant de Huguenots français. Et j'en profite autour de cette fiction pour rappeler la véritable histoire de l'immigration, du peuplement de ce pays par vague d'immigration. Et toujours chez Gallimard, parce que vous êtes un des chouchous d'Antoine Gallimard, vous avez publié le précédent, c'était Le jaune et le noir, un peu à la Stendhal, le rouge et le noir. Le jaune, ça veut dire le chinois? L'asiatique. L'asiatique. Et c'est-à-dire qu'il y a une compétition entre le jaune et les blancs et les noirs africains en ce moment. Bien sûr, les Chinois ont un jeu qui s'appelle le jeu de Go. Oui. Qui consiste à occuper le maximum de territoire possible. C'est à ce jeu-là qu'ils jouent contre les Occidentaux. Et leur cheval de Troie, c'est qu'ils ont été colonisés, qu'ils ont été victimes, comme les Africains, au même titre que les Africains, victimes du colonialisme, etc. Et non, mais cela leur il y a une permet concurrence. Une prédation. La concurrence, je ne crois pas. Vous dites une prédation. Leur problème, c'est d'éjecter les Occidentaux de Et donc, il y a intérêt pour les entrepreneurs français, anglais, allemands, et on pourrait dire de préférence français, à être présents et à aider en coopérant au développement de l'Afrique. Mais forcément, chaque pays voit midi à sa porte, ses intérêts. Je crois que l'Afrique a été délaissée et c'est un peu de la faute des Occidentaux. À un moment, avec des plans de restructuration présentés par le FMI, qui ont pratiquement ruiné les économies africaines, et beaucoup d'investisseurs ont préféré quitter le continent et ils ont laissé la place libre aux Chinois. Ça, vous l'acceptez pas. Et qui arrive maintenant dans une prédation. Non, c'est la nature de cette prédation chinoise. Ça veut dire qu'on ne met pas la dimension humaine au cœur de l'opération, on ferme les yeux sur les dictatures, les droits de l'homme, c'est comme du chinois, si ça n'existait pas. Vous voyez, je ne pense pas qu'un pays, sans oublier aussi le système économique, qui est basé sur la pour l'Afrique et les Africains d'aujourd'hui, vous dites qu'il reste des traces du mépris de la part du monde arabo-musulman pour les Africains, qui ne sont pas toujours pris pour des hommes. Et vous avez cité des hommes à part entière. Et vous avez cité ce qui se passe en Libye actuellement et ce dont souffrent tous ceux qui traversent le Sahara et les déserts. Mais est-ce que, j'ai envie de dire, pourquoi votre action? Est-ce que vous réclamez vengeance? Attendez, un chercheur qui écrit ne fait que coucher sur le papier ses découvertes. Je ne suis pas un engagé. D'ailleurs, vous avez lu l'ouvrage, que dans mes essais, je me fais le plus objectif possible. Ça, cette action, ce militantisme, il y a suffisamment d'hommes, il y a suffisamment d'intellectuels actifs au Sénégal. Qu'est-ce que vous demandez pour vous et pour les Africains? Ou les réparations, ou la justice devant l'histoire? Qu'on vous reconnaisse, qu'on reconnaisse cette traite-là aussi qui a fait 17 millions de morts. J'avais dit qu'il n'y avait pas de degré dans l'horreur, ni de monopole de la cruauté. Si on dénonce la traite négrière pratiquée par les Occidentaux, il faut aussi dénoncer la traite négrière arabo-musulmane qui a été beaucoup plus longue, puisqu'elle a duré plus de 13 siècles sans interruption et a déporté beaucoup plus de monde. Alors mettre les deux traites, parler d'une et oublier l'autre, faire le black-out sur l'autre, je trouve que ce n'est pas une démarche scientifique. C'est une manière aussi, ou une envie forte d'écarter les convoitises, on en a parlé, les jaunes et d'autres, et pour les Africains d'avoir leur place et leur rôle dans le monde économique et politique d'aujourd'hui. Ils ont le droit à avoir à la fois leur histoire indépendante, comme ils essaient de le vivre aujourd'hui, et en même temps la justice et la dignité. Voilà, et surtout réécrire notre histoire. Jusqu'ici, une histoire de l'Afrique écrite par des arabo-musulmans ou écrite par des occidentaux, on se demande jusqu'à quand ça devait durer. Et je me suis dit qu'il était temps, c'est un proverbe qui dit, tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à l'avantage des chasseurs. Eh bien maintenant, les lions africains ont leurs historiens. Donc les récits de chasse risquent de prendre une autre tournure. Merci. Voilà en fait la philosophie de l'affaire. Merci Tidiane Diaye de votre action et d'avoir été présent avec nous sur CNews.
Bonne journée.